Bonjour à tous. Si vous êtes allé à la session juste avant sur Store et le New York Times, on va parler de sujets assez similaires finalement. On va vous parler de cache, on va vous parler de mode offline, et on va même vous parler un peu de voitures connectées, parce que nous, on bosse dans une boîte qui s'appelle Virtuo, qui fait de la location de voitures. Et en fait, notre concept, c'est qu'on a une application mobile, 100% sur mobile, qui permet de louer des voitures. On loue aujourd'hui que des Mercedes Classe A, qui sont nos propres voitures. Et on va vous expliquer les problématiques de cache qu'on a autour de cette app. C'est bon? Parfait. Chez Virtuo, on est deux développeurs natifs, donc Mathieu sur iOS et Android et moi Romain sur Android. Et on est lancé depuis 2015, depuis décembre 2015, et officiellement en prod depuis mai 2016. Le problème qu'on essaye de résoudre chez nous, c'est ce problème-là. Quand vous voulez une voiture, que vous sortez d'un avion ou d'un aéroport, vous êtes obligé de faire la queue devant un guichet pour récupérer votre clé. Et nous, notre objectif, c'est de supprimer ce guichet, supprimer cette queue, et pour ça, supprimer la clé finalement. Et il y a un autre événement qui est particulièrement anxiogène quand on loue une voiture, c'est l'état des lieux. Donc on se retrouve souvent avec ce genre de papier, avec pas mal de choses qui correspondent aux dégâts éventuellement présents sur la voiture. Et nous, on essaye vraiment de simplifier ça et de le rendre plus transparent pour l'utilisateur. Alors, la solution qu'on a pour faire ça, la solution technique, c'est de tout remplacer par un smartphone. Android, dans le cas présent, on va réserver sa voiture sur son smartphone, on va faire l'état des lieux avec son smartphone en prenant des photos, et on va ouvrir et démarrer sa voiture avec son smartphone ou avec sa watch. On est compatible sur Android Wear. On a certains de nos concurrents donc, qui utilisent une clé physique. Nous, on ne va pas faire ça, tout va passer par le smartphone. C'est plus contraignant, mais dans notre cas, c'est vraiment nécessaire. Alors c'est très important pour nous parce que nous, on ne gère pas une clé, on en gère plus de 100. Et donc on a vraiment envie de se séparer complètement de ce besoin de clé physique. Ces clés que vous connaissez tous, elles marchent en ondes radio. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des technos qui sont présentes dans tous les téléphones Android pour remplacer les clés par ondes radio. Ouais, donc on utilise des technos vraiment répandus dans le monde mobile. On utilise le réseau data 3G, 4G. On utilise le Bluetooth et plus spécifiquement le Bluetooth Low Energy chez Virtuo et la communication en champ proche NFC. Alors la première idée qu'on a pour remplacer une clé pour ouvrir une voiture, c'est l'idée qu'a eu Tesla. C'est d'ouvrir sa voiture en passant par une connexion 3G. Eux, ils l'ont mis en place, ça marche plutôt bien. Le problème, c'est que cette personne, Ryan Nestle, se retrouve en plein désert, sa voiture ne capte pas, son téléphone ne capte pas, et comme il n'a pas pris sa clé physique, sa clé radio, il se retrouve au milieu du désert à appeler une dépanneuse parce qu'il ne peut pas démarrer sa voiture. Et donc, ce n'est pas une solution pérenne en mode offline d'utiliser la 3G. Donc nous, bien sûr, on utilise la 3G pour pouvoir ouvrir nos voitures, mais ce n'est pas suffisant, et comme disait Mathieu, ça ne peut pas marcher en mode offline. Donc on va utiliser le Bluetooth du téléphone pour se connecter directement avec la voiture. Et ça aussi, on va télécharger du coup une clé sur le téléphone de la même façon qu'avec une clé physique, donc il y a quand même une sécurité. Et c'est un avantage bonus, c'est qu'on va avoir une durée de vie sur la clé. Donc on va avoir une durée de vie qui dépend du type de client qu'on a. Si jamais c'est un partenaire qui ouvre la voiture, c'est plus précis. On a aussi la possibilité d'ouvrir les voitures avec des badges NFC. Donc chaque client va trouver dans sa voiture un badge NFC. Et pendant sa location, il peut transférer sa clé du coup, de son téléphone vers ce badge. Donc s'il a besoin de prêter la voiture à un ami ou utiliser un service de voiturier, il peut le faire avec ce badge, plutôt que de passer son téléphone. Alors évidemment, quand on est sorti, on a loué des voitures avec le smartphone. On n'est pas sorti tout de suite en prod. On a eu une version alpha avec plus de 50 testeurs qui testaient des ouvertures, fermetures de portes. Et à ce moment-là, on a eu une petite histoire qui nous fait rire aujourd'hui. On a eu un testeur qui s'est retrouvé dans le tunnel de la 86 à la Défense, qui a fait une mauvaise manip, qui a éteint le moteur de sa voiture et qui a relancé son app qui a été killée par le système. L'app essaye de faire un appel réseau, se lance pas et il reste bloqué dans le tunnel de la 86. Du coup, nos boss, Monsieur Thibault, Monsieur Karim, arrivent dans l'open space et nous disent « Les mecs, plus jamais ça, vous avez 2-3 jours pour régler ce problème et il faut que l'app fonctionne, se lance, même quand il y a vraiment zéro réseau. » Pour ça, on utilise du cache. Vous connaissez tous les headers de cache HTTP. Et en fait, il y a un attribut que vous avez sûrement déjà vu, qui est l'attribut cache control et le max age. Ici, il est à 600 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 600 secondes, je n'ai pas besoin de rappeler mon serveur pour avoir des informations plus à jour. Mais il y a une directive que vous connaissez sûrement un peu moins, qui est le max tail. C'est une directive HTTP qui est souvent
pas mis par le serveur, mais plutôt par le client, qui dit que même si ma ressource est périmée, je vais quand même pas aller la chercher sur le serveur. Comment ça marche techniquement? En fait, il y a le moment où je télécharge mes données. Au bout du max age, il est considéré comme périmé. Et au bout du max tail, je décide que, personnellement, je ne veux plus l'afficher à l'écran. Donc on utilise ça partout dans notre application pour créer un cache un peu automatique qui permet à l'application de se lancer tout seul. Au niveau de l'implémentation sur Android, donc on utilise Retrofit 2 au cache HTTP. Au cache HTTP, ça nous permet de simplifier un peu tout ce qu'on fait en HTTP, et notamment d'utiliser des intercepteurs. Donc ça va être un bout de code qui va être appelé à chaque fois qu'une requête va passer. En fait, pourquoi on va le faire ici? Parce que là, en patchant le client HTTP, ça nous évite de gérer le cache à plein de niveaux, et là, ça va se faire de façon vraiment transparente. Donc là, c'est un intercepteur de base. On va faire une classe qui implémente intercepteur. On va avoir la méthode intercept à override, et du coup, on va faire passer notre requête de cette façon-là. Donc maintenant, si on veut du coup appliquer notre header de cache, on va déjà avoir un mode où on sait pertinemment qu'on n'a pas de réseau ou qu'on est en mode force cache. Le mode force cache, je l'expliquerai un peu plus finement juste après. Donc si on n'a pas de réseau, qu'on est en mode force cache, on va appliquer ce header de cache. Dans le cas normal, on va essayer de passer notre requête. Si jamais ça ne fonctionne pas, donc on a une exception et qu'on est dans le cas d'une requête get, forcément on n'a pas envie d'appliquer les headers de cache sur du post, du delete ou du put. On va du coup essayer d'utiliser notre cache, et sinon on va lever l'exception. Et donc cette fameuse méthode add-cache-control, c'est celle-ci, elle est toute simple, et c'est ça qui va permettre de définir le max tail à 28 jours dont parlait Mathieu juste avant. Alors ça permet d'appliquer du cache à toutes nos requêtes. La seule problématique, c'est que comme on cache que les requêtes get, on ne peut plus prendre les résultats des put et des delete, et on est obligé après chaque requête, après chaque put, de rappeler un get qui va nous permettre de mettre à jour notre cache local. Alors c'est un peu compliqué à débugger, et pour ça on utilise un outil sur Android qui est assez pratique, qui s'appelle Chunk Interceptor. Le concept, c'est que ça ajoute une notification à votre application que vous pouvez lancer depuis le menu de notification, et qui va loguer toutes les requêtes avec les appels qui ont été faits, les paramètres donnés, les réponses, et est-ce que ça vient du cache ou est-ce que ça vient pas du cache. Même si vous cliquez l'application, c'est sauvegardé sur le file system, et donc on peut vraiment débugger tout ça. Et à mettre en place, c'est super simple aussi. On a juste un intercepteur à rajouter. Donc on a notre intercepteur custom qui est le V-interceptor, et on rajoute le chunk interceptor, et il va passer là-dessus et il va tout voir ça. Une fois qu'on a fait ça, en 2-3 jours, on avait un cache qui marchait. Nos boss sont revenus. Bien joué les gars. Et ce problème de quelqu'un qui est coincé dans un parking, on l'a plus jamais eu. On n'a plus jamais eu, et plus personne n'est resté coincé avec notre voiture quelque part. Mais en fait, une fois qu'on a fait ça, on a géré un mode de lancement de l'application. C'était peut-être super simple, mais ça ne permet pas de gérer tous les cas. On ne peut pas gérer des problématiques de modification d'informations en local. Et donc on n'était pas prêt pour la prod, surtout que quand vous louez une voiture chez nous, la première chose que vous allez devoir faire, c'est vous rentrer dans un parking et on vous demande de prendre des photos et de nous envoyer ces photos. Au fond d'un parking, c'est l'endroit exact où il n'y a pas de réseau, et on vous demande une opération réseau qui est super lourde. Donc, la première utilisation qu'on a fait là-dessus, c'est de ne plus envoyer les photos. En fait, quand on envoie un état des lieux, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un identifiant de la zone où vous avez déclaré un dégât, et on envoie un hash de l'image plutôt que d'envoyer l'image. Nous, ça nous suffit d'avoir un hash, comme ça on sait que vous avez vraiment fait une photo, et si l'image arrive plus tard, si l'image arrive 1 heure plus tard, si l'image arrive 24 heures plus tard, c'est pas vraiment grave. Par contre, on a quand même besoin de savoir, même si la requête est tout petite, que votre état des lieux a été fait. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est que quand vous sortiez du parking, on vous demande de sortir le téléphone de votre poche en conduisant à moitié et en relançant l'app pour se lancer. Et donc, on ne peut pas faire ça, et on doit détecter le fait qu'il y a du réseau. Et ça, sur Android, on peut le faire très simplement avec des jobs. Ouais, alors pour faire ça, on utilise le Job Scheduler qui est arrivé sur Android 5. Chez Virtu, on a la chance d'avoir 97% des utilisateurs qui sont sur Android 5 ou plus récents, donc on peut se permettre de l'utiliser. Et ça va permettre de créer facilement un job qui va être exécuté selon certains critères et vraiment géré nativement par le système. Donc pour faire ça, on va faire une classe qui est en Job Service. On va avoir deux méthodes à implémenter qui vont être onStartJob et onStopJob, qui vont chacune prendre des paramètres qu'on souhaiterait passer à notre job. Et donc, à l'intérieur de notre méthode onStartJob, c'est là qu'on va appeler notre service pour envoyer l'état des lieux. Donc là, on a notre service Retrofit 2 inspection service qui va essayer d'envoyer le rapport. Si l'envoi se passe bien, on passe dans la méthode JobFinish. JobFinish, c'est une méthode native du Job Scheduler
qui permet de notifier que notre job s'est déroulé. Et du coup, job finish prend 2 paramètres. Le premier, ça va être les paramètres qu'on avait précédemment passés au job scheduler, et le second, ça va être un booléen qui va spécifier si oui ou non on veut rescheduler notre job. Donc là, on est dans le subscribe qui s'est bien passé, donc on n'a pas besoin de le rescheduler. Si jamais on a des erreurs de type pas de réseau, on va rescheduler notre job, et du coup, c'est le système qui va le passer jusqu'à temps qu'on ait réussi à envoyer notre état des lieux. Ensuite, donc là, on a défini notre job scheduler. Pour l'appeler, on va définir un persistable bundle qui va du coup contenir tout ce qu'on souhaite passer à notre job. On va récupérer une instance du job scheduler. Et ensuite, c'est là qu'on va définir les critères qui sont nécessaires au lancement de notre job. Nous, on veut envoyer un état des lieux. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de connexion réseau. Donc, du coup, là, on met network type any. On a besoin soit de Wi-Fi, soit de 3G. Après, on peut être encore plus précis en disant qu'on veut seulement envoyer notre état des lieux en Wi-Fi, seulement en 3G. On peut dire que le téléphone doit être branché au secteur, qu'il doit être en idle. Donc, on peut vraiment être super précis à ce niveau-là. Le persisted true, ça va permettre de dire que notre job va être sauvegardé sur le disque. Et du coup, dans notre cas, si on a par exemple un client qui a fait son état des lieux, il a mis son téléphone dans sa poche, potentiellement il n'avait plus de batterie, il rallume son téléphone 1 heure après, le système, quand le téléphone va se redémarrer, va tenter d'envoyer son état des lieux, sous réserve bien sûr qu'il ait du réseau à ce moment-là. Enfin, on lui passe le persistable bundle qu'on avait défini juste en haut, et on n'a plus qu'à faire scheduler.schedule. Donc là, on a un système qui gère de façon asynchrone et automatique notre envoi d'état des lieux. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on était prêt pour la prod, donc on s'est lancé, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait encore optimiser ça avec quelques petits tricks. Et notamment, on s'est rendu compte que suivant l'état dans lequel vous êtes, vous n'avez pas les mêmes besoins de cache. Par exemple, si vous êtes chez vous et que vous voulez faire une location, vous avez besoin d'avoir les derniers parkings à jour, les dernières infos à jour. Par contre, si vous êtes au fond d'un parking, que vous n'avez pas de réseau et qu'on sait que vous êtes en location, on veut afficher le plus rapidement possible la clé de votre voiture. Et pour ça, on utilise le fameux mode force cache dont on parlait tout à l'heure. En fait, la clé, c'est l'écran principal de notre application. Une fois que vous avez loué une voiture, on arrive sur cette clé. Et vraiment, si vous êtes en location, on fait en sorte de tout charger en background plutôt que d'essayer de le charger avant de lancer l'écran. Et on a un mode vraiment rapide pour arriver sur cette clé. Vous voyez sur cette clé aussi qu'on affiche des informations sur la voiture, qui sont le niveau d'essence et le kilométrage de la voiture. Ça, c'est des informations qu'on affiche aussi en mode offline. Et pour ça, on se connecte directement au Bluetooth avec du hardware qu'on a dans la voiture qui permet de recevoir ces informations. Pour simplifier aussi, pour accélérer l'affichage dans l'application, on utilise du two-step loading sur nos listes. Et ça nous permet de ne jamais arriver sur un écran vide. On a par exemple la liste des factures que vous aurez si jamais vous louez chez Virtuo. Cet écran, on va l'afficher directement depuis le cache. Du coup, ça permet à l'utilisateur de ne pas se retrouver sur un écran avec un loader. Et du coup, la requête, on va quand même la passer en background. Et quand on va la recevoir, si jamais on a des modifications, du coup, on va updater notre cycle view à ce moment-là. Donc l'utilisateur va peut-être avoir un petit glitch, petite mise à jour de la vue. Mais bon, il arrive quand même sur un écran et il va voir sa mise à jour après. On a d'autres optimes qu'on a fait. Quand vous arrivez devant votre voiture, vous avez besoin de voir des photos des dégâts qui ont déjà été déclarés sur votre voiture. Donc là, il y en a 44 parce que c'est une voiture de test, mais normalement, il y en a plutôt un ou deux. Et en fait, l'idée, c'est qu'on veut ces photos, on veut les télécharger au moment où vous avez du réseau. Or, on les affiche dans le parking, là où il n'y a clairement pas de réseau. Donc pour ça, on les pré-cache au moment où vous allez télécharger votre clé. Et pour ça, on utilise une fonctionnalité de Picasso qui est le fetch. Si vous utilisez déjà Picasso pour le chargement de vos images, vous allez juste faire un fetch avec une callback, et ça va les charger à la fois dans le store in memory et le store in disk. Ça va gérer ce cache entièrement pour vous, et du coup, vous pouvez faire ce préchargement d'images de façon assez simple. Le callback est optionnel, hein. On n'est même pas obligé de le mettre. On fait un fetch, et du coup, l'image URL va être automatiquement cachée. Alors une fois qu'on a fait tout ça, ça va fonctionner très bien, et même trop bien, parce que du coup... Je vous présente Stéphanie, du service client Virtuo. Stéphanie, elle avait un souci avec cette première version, c'est qu'on avait des utilisateurs qui l'appelaient et qui lui disaient « Je ne comprends pas, vous m'avez envoyé un mail, il y a Gare de Lyon qui a été... Enfin, Lyon-Pardieu qui a été ajouté dans l'application. Par contre, quand je lance mon appli, je ne la vois pas. » En fait, on avait des utilisateurs qui, du coup, recevaient ce fameux mail pour l'ouverture d'un nouveau parking. Ils lançaient leur application et... en fait, ces stations viennent d'une requête init qu'on va essayer de lancer au splash screen, mais du coup,
potentiellement l'utilisateur n'avait pas de réseau à ce moment-là, il passait dans le cache, il arrivait sur sa liste des parkings, et du coup il se retrouvait avec une liste obsolète sans le nouveau parking. Donc on a dû trouver certaines optimes pour afficher ça. Et finalement, ce problème, c'est surtout un problème UX, c'est pas un problème technique. Et le choix UX qu'on a fait là-dessus, c'est d'être le plus transparent possible avec nos utilisateurs. Le premier exemple, c'est que chez nous, vous devez télécharger votre clé pour pouvoir ouvrir votre voiture. Ce téléchargement, il pourrait être automatique. En fait, dès qu'on a du réseau, on pourrait vous télécharger votre clé. Dès qu'elle est disponible et qu'on a du réseau, le télécharger. On a décidé de ne pas le faire. Comme ça, on a vraiment un bouton dans l'application. Si vous cliquez sur ce bouton et que vous n'avez pas de réseau, on va vous mettre un message d'erreur. Et du coup, au moment où vous vous retrouvez dans le parking devant la voiture, ça vous dira directement que vous n'avez pas de réseau. Et on va essayer de vous faire télécharger cette clé avant de rentrer dans le parking. À un moment où on est sûr que vous avez du réseau. Et donc, je vous parlais de la liste des parkings juste avant, mais c'est le cas pour toutes nos listes. Là, on a simplement ajouté un bandeau blanc sur iOS et une snack bar sur Android qui va dire explicitement à l'utilisateur, vous n'avez pas de réseau. Dans tous les cas, il va voir cet écran parce que ça va être affiché du cache, mais si jamais on n'arrive pas à faire l'update, on lui affiche ce message. Enfin, dernière astuce UX, on utilise beaucoup les notifications, et notamment les notifications sans réseau, les notifications locales, justement pour créer ce process de location. Si on sait dans l'application que vous avez une location en cours chez nous, que vous n'avez pas encore téléchargé la clé 1 heure avant, on va vous pousser une notification, on n'a pas besoin de réseau pour ça, pour vous dire attention, avant de rentrer dans le parking, ce serait bien d'activer le réseau pour télécharger votre clé. Du coup, on se retrouve avec une appli qui marche plutôt bien, mais on a des callbacks un peu dans tous les sens, que ce soit pour appeler le serveur ou pour interagir avec la voiture. Forcément, avec la voiture en BLE, ça va aussi être des appels asynchrones avec des callbacks. Et du coup, plutôt que d'avoir des callbacks dans des callbacks, on est passé par la programmation réactive. La programmation réactive, avant d'arriver chez Virtuo, j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais jamais eu des cas vraiment concrets qui nécessitaient de l'utiliser. Mais là, je pense qu'on a des cas qui sont vraiment simplifiés par Eric Java. Alors, je vais vous donner un exemple. On a fait le choix de nettoyer toutes les voitures avant chaque location. Alors pour ça, on a des partenaires qui ne travaillent même pas pour nous, mais qui viennent dans les parkings, qui nettoient des voitures. Le problème, c'est qu'ils nettoient 10 voitures, 15 voitures, et c'est impensable de leur demander, quand ils arrivent dans le parking, de remonter à la surface pour télécharger des clés entre chaque nettoyage. Donc, qu'est-ce que c'est télécharger une clé pour un préparateur chez nous, pour un partenaire chez nous qui nettoie des voitures? Déjà, il faut mettre à jour le serveur pour nous dire « ça y est, j'ai commencé à nettoyer une voiture ». Il doit télécharger des photos parce que nos partenaires valident aussi l'état des lieux que vous faites chez nous. Il faut télécharger la clé, ça c'est la vraie action, et après, on va vouloir mettre un compteur dessus. Ces actions, elles sont obligées d'être faites dans cet ordre, parce qu'on a techniquement besoin qu'elles soient faites dans cet ordre. Par contre, si j'ai 10 clés à télécharger, je peux faire les 10 en parallèle, et j'ai besoin d'une seule callback à la fin. Du coup, avec Eric Java, ça se présente comme ça. On va d'abord faire un observable.from qui va contenir une liste d'ID. Donc les ID, ça va être les préparations que je dois faire. Donc une préparation, ça va être équivalent à une clé. Donc pour chaque clé, je vais d'abord commencer par notifier mon serveur avec mon intervention service. Je vais lui dire que j'ai commencé à faire cette intervention. Une fois que j'ai notifié mon serveur, je vais télécharger les dommages potentiels de ma voiture. Une fois que j'ai réussi à télécharger mes dommages, je vais pouvoir télécharger la clé. Donc là, on est dans l'appli partenaire, mais ça se passe de la même façon que pour le client. Il doit forcément télécharger une clé virtuelle sur son device. Et ensuite, une fois que ces 3 actions ont été effectuées, je vais pouvoir notifier ma vue. Donc je vais avoir clé téléchargée 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Et enfin, le toList, ça va permettre d'avoir un callback unique quand ces 3 actions, du coup, en parallèle, en fonction du nombre de clés, vont être effectuées. Donc, mon requête transfert va me rediriger sur une nouvelle activity avec mes clés téléchargées. Et du coup, là, notre préparateur, il peut intervenir sur 5 voitures dans un parking, switcher entre les clés sans avoir besoin de ressortir après chaque préparation pour choper de la data. Alors, si vous ne croyez pas que nos apps fonctionnent vraiment dans des parkings et vraiment en offline, on est déjà en prod, on a déjà des voitures, on a presque 150 voitures aujourd'hui, et on est présent à Paris dans 7 parkings, dont les aéroports. On est présent à Nice, à Lyon, et on s'ouvre pour la saison d'été à Avignon et à Aix-en-Provence. Donc, on est une petite boîte, donc je me permets de faire de la pub. Mais si vous voulez tester chez nous, on a un code promo spécial pour Android Maker, qui est le code promo Android 15, qui vous donne 15 € de réduction sur votre première location si vous louez avant la fin du mois. Et voilà, qui va vous permettre de tester disponible pour toute location de plus de 1 000 €.
Comme on est un talk super court et qu'on arrive à la fin, on va prendre des questions maintenant, mais on est bien sûr disponible après si vous voulez nous voir. On reste là aujourd'hui, on est là demain et on est bien sûr là à la bière au Frog ce soir. Donc si vous avez des questions, venez nous en parler, on sera là. Merci. Une question, on a. Et après, il faudra venir nous voir. Tout est clair? Bah, parfait. Merci. Merci.